une thématique qui intéresse peut-être tout l'écosystème de l'immobilier au Maroc, tant la dimension du sujet, la dimension de ce programme, à savoir le programme d'aide directe au logement, a un retentissement, une conséquence économique et sociale sur notre pays. Alors, comme j'ai envoyé tout à l'heure un post sur LinkedIn, j'ai dit avis aux professionnels de l'immobilier, rejoignez-nous pour cette affaire de l'IMO si vous voulez aller puiser l'information à sa source. Pourquoi à sa source? Parce que nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme en la personne de Madame Imen Hanzaz, qui est chef de service à la direction de la promotion immobilière et de l'habitat, également parce qu'elle a été très très impliquée dans l'élaboration de ce programme d'aide directe au logement. Donc, merci beaucoup, Madame Hanzaz, d'avoir fait le déplacement de Rabat. Alors, je vous donne mon micro et j'allume le vôtre. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que cette session va permettre aux professionnels de mieux comprendre, tous les professionnels du secteur de mieux comprendre le programme et tout le process. Et aussi, j'espère apporter les éléments de réponse nécessaires à leurs questionnements. Merci beaucoup. Comprendre, effectivement, on a besoin de comprendre beaucoup de choses. Et pour ce faire, nous avons également invité, alors, elle est architecte de formation, mais elle est aussi promoteur immobilier, mais elle a d'autres casquettes. Elle en parlera tout à l'heure. Et il nous a semblé utile qu'elle soit présente aujourd'hui avec nous parce que le programme d'aide directe au logement pour Soukaina Benjeloun, c'est une réalité puisque déjà, elle a emboîté le pas à ce programme et elle est déjà dedans. Donc, Madame Benjeloun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et voilà, et je suis contente de voir autant d'implications et d'effervescence autour de ce programme phare. Tout à fait. D'abord un programme social, un programme gouvernemental social et qui va avoir des répercussions sur le niveau de vie des Marocains. Exactement. Donc, on a voulu avoir la praticienne. Donc, vous êtes au cœur du programme. Nous avons la théorie et la pratique à côté. L'un et l'autre vont pouvoir nous donner aujourd'hui un fidèle panorama de ce programme. Rachid, ça va? Bien. Tu vas bien? Je peux parler du loin, mais je peux prendre le micro également. Bien, effectivement, aujourd'hui, la thématique est fondamentale et elle touche tout le monde, autant des acquéreurs qui ont des questions à poser par rapport à certaines zones d'ombre qu'il faudra éclaircir. Et naturellement, comme tout programme, il faut un peu de temps pour gagner en termes de clarté. Donc, il y a les acquéreurs, il y a les promoteurs, il y a les architectes, tout le monde. Il y a même le citoyen lambda qui se pose des questions. Donc, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui, toutes les deux, pour nous apporter vos éclairages. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement démarrer. Alors, le programme, de façon effective, a démarré le 2 janvier 2024 avec le lancement de la plateforme damsakan.ma. Aujourd'hui, nous sommes le 22 février, on est à peu près un mois et demi ou un peu plus depuis le lancement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, à date, nous donner quelques chiffres, et peut-être même au-delà des chiffres que nous voyons dans les médias, à savoir le nombre de demandes, mais également donner des informations concernant la ventilation de cette demande. D'accord. Donc, déjà, le programme de l'aide directe de l'État pour le soutien au logement, qu'on a baptisé Dam Sakan, est un programme royal de grande envergure qui puise dans les orientations du nouveau modèle de développement et aussi dans les résultats du dialogue national sur l'habitat et l'urbanisme qui a eu lieu en 2022. Et dont les recommandations étaient le changement de paradigme d'octroi de l'aide de l'État au logement en passant d'une aide destinée à l'offre à une aide destinée à la demande. Autrement dit, on passe d'une aide indirecte octroyée aux promoteurs immobiliers à travers les exonérations et les incitations fiscales à une aide directe aux citoyens. Donc, aussi, j'aimerais parler aussi du contexte dans lequel ce programme a émergé déjà. Comme vous le savez, le secteur immobilier a été touché par plusieurs crises
à commencer par la crise sanitaire, ensuite l'inflation mondiale que tous les pays ont connue, également le Maroc, et aussi et toutes ces crises consécutives ont eu un impact considérable sur l'immobilier, à savoir l'inflation des prix des matériaux de construction, la rareté et la cherté des matières premières. On a aussi la régression de la capacité d'achat des citoyens. Et en plus de toute cette pression sur le secteur, il y a eu aussi la fin du conventionnement des programmes aidés par l'État, à savoir le programme de logement social de 250 000, oui, qui a pris fin en 2020. Et en plus, il y a aussi d'autres défis que connaît le secteur, à savoir la prolifération de l'habitat insalubre, l'inadéquation entre l'offre et la demande, la cherté et la rareté du foncier. Donc, c'est dans ce contexte et dans ces circonstances que ce programme a vu le jour. Et il y a aussi d'autres défis qui ont fait qu'il fallait penser à un nouveau programme, notamment le taux d'urbanisation qui est en évolution continue, en plus de l'augmentation du nombre de ménages annuels. On compte environ 180 ménages additionnels chaque année selon les données du HCP. Donc, il y a une forte pression sur les villes, et cette pression, elle se ressent et en termes d'équipement, d'infrastructures et tout, mais aussi et surtout en termes de logement. Oui. Et donc, c'est dans ce contexte que le programme de l'aide directe de l'État a vu le jour. Je vais le présenter brièvement. J'imagine que tout le monde le connaît par cœur déjà. Brièvement, comme ça on rentre direct dans le sujet. Donc, c'est un programme à double portée, une portée sociale et économique. Il vise à renforcer les capacités d'achat des ménages, mais aussi à dynamiser le secteur, qui, comme j'ai dit, était en berne durant plusieurs années. Donc, les montants de l'aide, tout le monde les connaît. On a 100 000 dirhams pour les logements dont le prix est égal ou inférieur à 300 000 et 70 000 dirhams pour les logements dont le prix est égal ou inférieur à 700 000 dirhams. Concernant les conditions de l'octroi de ces aides, nous avons deux types de conditions. Nous avons des conditions qui s'appliquent sur le bénéficiaire lui-même et des conditions qui s'appliquent sur le logement. Donc, concernant le bénéficiaire, il doit être de nationalité marocaine, il ne doit pas avoir déjà bénéficié d'une aide octroyée par l'État en matière de logement, il ne doit pas être propriétaire. Et là, je vais faire une petite nuance parce que beaucoup parlent de primo-acquéreurs, alors que non, il s'agit de tous les citoyens qui ne disposent pas d'une propriété immobilière. Exactement, exactement. Et en plus de ça, une autre et dernière condition, c'est la nécessité et l'obligation d'affecter le logement à l'habitation principale durant une durée de 5 ans. Donc ça concerne le bénéficiaire. Concernant le logement, il y a aussi des conditions, à savoir bien évidemment le prix qui ne doit pas dépasser 700 000 dirhams. Il y a aussi le fait que le logement doit faire l'objet d'une première vente et qu'il dispose d'un permis d'habiter à partir du 1er janvier 2023. Donc, tout ça a été confectionné durant plusieurs années de travail et de réflexion. Aujourd'hui, le programme est opérationnel depuis le 2 janvier 2024. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne de très bons résultats. Partagez-le. On a reçu jusqu'à aujourd'hui plus de 50 000 demandes. Oui. Aujourd'hui, 3300 bénéficiaires ont déjà eu les aides. Donc, ce sont 3300 propriétaires. Ils ont reçu l'aide. Ils ont reçu l'aide. Je ne peux pas vous dire s'ils sont déjà propriétaires parce qu'il faut finir tout le process. Voilà. Et la répartition et la ventilation des demandes, les 50 000 demandes, par rapport à moins de 300 000 et entre 300 000 et 700 000, comment c'est réparti? Alors, on a plus de 80% de demandes qui concernent les logements dont le prix est égal ou inférieur à 300 000. D'accord. Et le reste... Donc la majorité ont demandé... Enfin, exactement, et ont trouvé une offre à ce prix. À moins de 300 000. Oui. Alors, c'est un peu sans surprise, c'est-à-dire que c'était déjà la tendance lourde avant avec le programme précédent. Alors, vous savez que nous sommes ici entre nous, entre professionnels, et on avait intitulé cette after
de l'IMO, répondre à la promesse, évaluer les défis. Alors pour moi, la promesse, ce sont les 50 000 demandes. Ces 50 000 demandes sont aujourd'hui à l'état de demande. Il va falloir réaliser pour que ces demandes se concrétisent. Donc déjà, est-ce que vous pourriez nous donner, parce qu'il y a des professionnels ici dont l'intérêt pour ce projet est de savoir aussi quelle est la cartographie de cette demande. C'est-à-dire que sur ces 50 000 demandes, est-ce que c'est 40 000 demandes à Casa et 10 000 dans d'autres régions? Vous pouvez nous donner ce type d'informations. Ça peut orienter aussi les professionnels. Oui. Alors déjà, avant de vous cartographier la demande par région, je vais d'abord vous parler d'une étude qu'on a réalisée en 2015 au sein du ministère qui concerne la demande en logement. Et on avait la région de Casablanca-Stade en tête de liste, bien évidemment. C'est justifié par rapport à la démographie. Et aujourd'hui, avec le programme de l'aide, c'est la même chose. C'est Casablanca-Stade. Les 5 premières régions qui ont été relevées par l'étude sont aujourd'hui en tête de liste. Alors, pour la première, c'est Casablanca-Stade. La deuxième? Fès Meknès. D'accord. Oui. Après, on a Rabat, Salé, Kémitra. Et on attend Tétouan, le Houssima. Et Marrakech Agadir. La 5e. Sousmessa, la 6e. Et, je pense que pas mal de gens sont surpris par ce classement. Parce que, bon, autant Casablanca, Stade, ça coule de source, mais que Fès, Meknès viennent en deuxième, ça veut dire qu'en fait, il y avait un besoin qui n'a pas trouvé d'offre en face. Et aujourd'hui, il s'exprime de cette façon, n'est-ce pas? Exactement. C'est justement le but de ce projet. Et l'essence même du programme, c'est d'encourager l'acquisition de logements et aussi renforcer les capacités des ménages. Et c'est peut-être ça qui manquait dans les autres programmes. Alors, c'est étonnant quand même parce que Amine tout à l'heure disait qu'on n'est pas étonné du fait que Casa, Jean Stade ait accaparé la majorité des demandes, mais quand même ça peut étonner parce que ça veut dire que la demande et l'offre, parce qu'il y a une offre s'il y a une demande, est totalement décorrélée du coût de construction. Parce que le prix de l'immobilier coûte très cher à Casablanca. Et vu les contraintes budgétaires, vu que les promoteurs n'ont plus les avantages qu'ils avaient dans le précédent programme, c'est quand même étonnant de voir qu'ils sont arrivés à produire quand même des biens qui coûtent pas cher, moins de 300 000 dirhams, et qu'on a pu trouver, vu que le foncier coûte cher à Casa. Oui. Enfin, c'est une knas, et je veux bien, on n'est pas étonné, l'immobilier ne coûte pas cher, pas comme à Casa. Comment expliquer? En fait, au niveau de l'ancien programme social de 250 000, il y avait un cahier de charge et il y avait un minimum d'unités de logement à produire qui était de 500 unités. Automatiquement, le programme était plus prisé par les gros promoteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus cette contrainte. C'est-à-dire que même les petites et moyennes entreprises, les petits promoteurs, ils peuvent investir. Ils peuvent produire des logements et justement, parmi les objectifs du programme, c'est aussi ça, créer de la concurrence entre grands promoteurs, petits promoteurs. Oui, mais des logements de combien de mètres carrés à Casa? 15 mètres carrés. Alors là, il n'y a pas de cahier de charge. En fait, non, il n'y a pas de cahier de charge, mais il y a des dispositions réglementaires à respecter par le promoteur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, c'est vrai que le cahier de charge a été supprimé, mais ça ne veut aucunement dire que l'État a levé la main sur la qualité. Aujourd'hui, il y a les dispositions du plan d'aménagement à respecter, il y a des réglementations à respecter qui garantissent justement ce minimum de qualité qui existait même avant. Et on a aussi l'ouverture du marché, comme j'ai dit, à tout type de promoteur qui va créer de la concurrence et avoir une offre abondante. Et c'est au citoyen de choisir la qualité qu'il veut, la superficie qu'il veut en fonction de ses besoins. Alors, on va revenir à ça, mais avant, je vais donner la parole à Soukaina Joun, qui est donc promoteur immobilier. Vous, le fait qu'on ait retiré les avantages fiscaux, entre autres, qu'avaient les promoteurs dans l'ancien programme, ça ne vous a pas refroidi parce que il faut dire une chose, si le produit à 250 000 dirhams a connu un tel succès, c'est parce que les promoteurs immobiliers avaient des avantages et c'est pour ça qu'ils ont
produit à peu près à plus de 90% l'offre qui a été réalisée. Donc aujourd'hui, vous avez démarré ce projet. Vous êtes rentré dans quel produit? C'est 300 000 et moins ou de 300 à 700 000 dirhams? Alors, Ça marche. alors, si je devrais parler de ma propre expérience, pour ma part, nous avons produit des logements entre 500 à 700 000 dirhams à Casablanca. Justement, alors je voulais rebondir sur ce que venait de dire ma consoeur. On a 50 000 demandes, mais il faut faire une différence entre demande et offre. Aujourd'hui, au niveau de la ville de Casablanca, un promoteur immobilier ne peut pas offrir un produit de qualité qui respecte un certain cahier de charge. Et je vais en parler concernant le cahier de charge, parce que dans l'ancien programme, le cahier de charge, il disait quoi? Il disait pour un logement économique qui coûte 250 000 dirhams, la superficie réelle, c'est-à-dire la superficie qui est comptabilisée dans le prix, elle varie entre 50 à 60 mètres carrés. Mais dans ces 50 mètres carrés, si on les prend comme exemple, et on va comptabiliser aussi 10% des espaces communs. Donc en réalité, on va avoir un logement qui va faire à peine 45 mètres carrés. Aujourd'hui, vu la hausse des prix, l'inflation des prix, des matières premières, le coût du foncier qui a une certaine répercussion sur le prix final vendable que vend le promoteur, je peux clairement dire que un petit projet de promotion immobilière qui va produire moins de 500 unités, parce qu'avant, l'avantage, c'était quoi? C'était le foncier, il était presque gratuit, donc il n'y avait aucune répercussion du foncier sur le prix final. Aujourd'hui, on répercute ce prix-là sur le prix final, et donc, on ne peut pas descendre ou baisser la fourchette en dessous d'un seuil qui est de 4 000 à 5 000 dirhams par mètre carré. Donc, si on prend les 50 mètres carrés et on multiplie par 5 000 dirhams, déjà, le prix de revient, c'est 250 000 dirhams pour un petit logement qui va faire 2 pièces salon, qui est l'objet du programme actuel. Donc, déjà, 250 000 dirhams, et le promoteur, il va pas dépenser que ces 250 000 dirhams parce qu'il y a des frais annexes. Et il y a les frais de l'assainissement, les frais des études, il va payer l'architecte, il va payer le bureau d'études, il va payer le topographe, donc il va payer les études, et en plus de ça, il va viabiliser le terrain. Et non seulement il va viabiliser, mais il y a aussi la répercussion du coût des espaces verts. Donc il ne va pas nous produire juste une boîte vide avec aucune qualité architecturale. Et aujourd'hui, on est non seulement tenu par cette qualité architecturale, mais aussi on est tenu par le respect des normes. Et quand on dit le respect des normes dans une acception plus générale, ça veut dire que aujourd'hui le promoteur immobilier, il est obligé en quelque sorte à intégrer les normes parasismiques. Et quand on dit normes parasismiques dans les grosses œuvres, ça veut dire c'est un surcoût de à peu près 30%. C'est-à-dire on va parler des grosses œuvres qui vont tourner autour de 1800 dirhams. Donc en fait, pour avoir un bien à moins de 300 000 dirhams, il est impossible de l'avoir pour 50 mètres carrés. Et techniquement, à Casablanca. Techniquement, à Casablanca, à moins que le foncier soit offert, gratuit. Voilà, donc là, on est dans du 30 mètres, 35 mètres. Voilà, 30 mètres, 35 mètres carrés. Pour une famille, c'est invivable. C'est pas vivable. Il n'y a aucune qualité architecturale dans un 30 mètres carrés. C'est peut-être pas invivable parce que dans d'autres pays, les gens en 30 mètres carrés y vivent, mais c'est quand même une régression. C'est quand même une régression. C'est une régression en termes d'espace. Voilà, en termes d'espace et en termes de vie commune pour une famille. Parce que normalement, ce programme-là, c'est un programme social qui est destiné aux familles. On parle du premier produit, voilà, qui est effectivement qui est destiné aux classes, on va dire, défavorisées. Exact. Et qui anciennement optait pour le 250 000 dirhams. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est un autre produit. On a compris que dans les grandes villes, il va être très difficile de réaliser pour des raisons de coût, de foncier, etc. Et donc, c'est plus un produit pour des régions un peu Fez-Meknès, par exemple. Je sais que vous brûlez d'envie de répondre, parce que, mais c'est important aussi d'avoir la réalité du terrain. Parce que madame, elle n'est pas allée dans le 300 000 dirhams et moins, elle est allée dans le 300 et 700. Et là, vous avez pu sortir quelque chose. Oui, dans la deuxième tranche. C'est viable. Et on est à Casa. C'est jouable à Casablanca. On n'est pas dans une petite ville. On n'est pas dans une zone enclavée ou dans un quartier qui n'est même pas relié au transport en commun. Voilà, donc c'est-à-dire on peut aujourd'hui, on peut produire un logement de qualité avec une certaine qualité architecturale en dessous de 700 000 dirhams, mais c'est possible à Casablanca. Autrement dit, c'est plutôt le produit entre 300 et 700
qui a plus de chances d'être produit, réalisé sur le terrain. Peut-être que le 300 000 dirhams est moins, mais dans des villes périphériques ou dans des petites villes où le foncier est encore relativement accessible. D'accord. Sachant qu'il n'y a plus, sur le plan fiscal, pour les promoteurs, il n'y a aucun avantage à faire. Aucun avantage fiscal, sachant qu'il va payer en plus les taxes, il va déclarer à 100%. Donc il n'y a vraiment aucune marge. Donc, il y a une équation économique qui est très difficile. Et bon, c'est un défi. Ça, c'est le témoignage de la praticienne. Exactement. D'accord. Maintenant, on va donner de ma double casquette d'architecte et de promoteur. Maintenant, on va redonner la parole au ministère, aux gens qui ont conçu ce programme. Déjà, je voudrais lever une ambiguïté, et c'est très important que vous nous disiez exactement, parce que il n'y a pas de cahier de charge, mais il y a aussi on va dire des restrictions. On parle d'un logement minimum, on dit ça veut dire c'est 2 pièces ou 2 chambres, parce qu'on a beaucoup cette question, est-ce que c'est 2 chambres plus salon, ou bien un salon plus une chambre, ça fait 2 pièces? Ça, c'est la première question. Il faut lever cette ambiguïté. La deuxième, est-ce que ce produit-là, il est éligible à la VFA? C'est-à-dire qu'un promoteur immobilier qui veut lever des fonds à travers des avances acquéreurs, est-ce qu'il peut s'inscrire dans ce programme ou pas? Alors déjà, j'aimerais revenir sur cette question de foncier avant de répondre aux 2 questions. Oui, je veux m'en débarrasser rapidement. Alors, effectivement, nous, au niveau du ministère, on est conscient de cette problématique de foncier, notamment dans les grandes métropoles. Alors que le programme, il est conçu pour tous les Marocains, dans toutes les villes, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural. Et les 300 000, 700 000, ce sont des moyennes nationales. Il ne s'agit pas de montants qui ne s'appliquent que sur une région. Et on ne peut pas raisonner avec une seule région, une seule métropole. C'est vrai que la démographie est disproportionnelle par rapport, inégale entre les différentes régions. Mais aujourd'hui, il faut une offre équitable partout au Maroc, d'autant plus que l'étude que j'ai citée tout à l'heure, la demande en logement, plus de 60% des demandes existent hors région Casablanca-Stade et Rabat-Salé Kenitra. Donc il y a aussi un besoin à satisfaire dans les 10 autres régions. On ne peut pas continuer de produire des logements uniquement à Casa-Rabat. Même si la demande elle est surtout à Casa. On continue de le faire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit exclure les autres régions. Quand même, 60% existe 60% de la demande existe sur les 10 autres régions. Pour revenir quand même aux grandes métropoles où on a cette problématique de foncier, alors déjà, je pense qu'il faut un peu de créativité par les promoteurs. Rien n'empêche aujourd'hui un promoteur de penser et produire un projet mixte où on retrouve des logements moyen standing avec des logements qui s'adaptent par exemple à 300 000 et moins. Et après, c'est au promoteur de dégager sa marge de bénéfice souhaitée. Maintenant, je vais revenir à la question des 2 pièces. C'est pas encore fini. Non, déjà parce que le foncier, c'est un vrai problème. Oui. Est-ce que vous allez mettre du foncier à disposition des promoteurs? Parce qu'il y a 12 régions. D'accord, oui. Alors, si vous pouvez mettre la deuxième question, comme ça vous répondez aux 2. D'accord. Vous parlez de moyenne nationale. Mais on ne peut pas fonder un programme sur une moyenne. On fonde davantage sur une médiane. La moyenne ne veut rien dire. C'est-à-dire, on ne peut pas occulter le fait que le foncier coûte beaucoup plus cher à Casablanca que plutôt à Fès, et de dire qu'on va vendre au même prix partout. Donc la moyenne, c'est pour calculer, pour évaluer, mais c'est pas pour fonder un programme. Les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes, le coût du foncier n'est pas le même. Et pourtant, les chiffres aujourd'hui des demandes qu'on a reçues, et c'est des demandes, mais qui veulent aussi dire qu'il y a une offre existante. Parce qu'au moment de renseigner le formulaire de la demande, on renseigne aussi l'offre qu'on a retrouvée. Mais est-ce que vous avez les chiffres par rapport aux superficies à Casablanca et les comparer aux superficies demandées à Casablanca? Ça va venir par la suite. J'imagine que ça va être 2 fois plus petit à Casablanca qu'à Fès. Le programme, il vient de démarrer. On a des premiers indicateurs qui nous disent déjà comment ça fonctionne et quelle est la répartition actuelle par rapport à la demande et aussi par rapport à l'offre. Après, nous allons affiner de plus en plus les indicateurs. Le programme, il va être évolutif. Il va s'étaler jusqu'à 2028. Donc, il est évolutif.
il sera amené à être ajusté à mi-chemin. Et quand vous dites ajusté, c'est oui. Même au niveau des prix, ça peut être ajusté? Alors, je ne peux pas vous dire tout de suite si c'est par rapport au prix ou par rapport à la superficie. Je ne peux pas me prononcer tout de suite, d'autant plus qu'il n'y a pas encore eu une évaluation du programme. Il vient de démarrer, on ne peut pas l'évaluer tout de suite. D'accord. Donc, si vous permettez, juste avant de continuer par rapport à d'autres volets, Oui. j'aimerais demander à Mme Soukaina Benjelloun qu'est-ce qu'elle pense de la question de l'innovation des promoteurs. C'est-à-dire de faire un modèle hybride pour compenser La fameuse péréquation. les éventuelles pertes, parce qu'on parle de pertes à Casablanca à moins de 300 000 dirhams, si on veut faire un truc décent, qui respecte la dignité des gens. Alors, comme je vous ai dit, on a fait une petite simple règle de 3. On ne peut pas produire un logement de qualité à 300 000 dirhams aujourd'hui à Casablanca dans un quartier qui soit viable, c'est-à-dire connecté au transport en commun, avec l'infrastructure. Vous pouvez faire 30 mètres carrés à 300 000 Alors, dirhams, justement, mais on n'est plus dans un logement. on n'est plus dans un logement ni familial ni social. Alors, justement, On est parce que d'accord. ce programme-là, c'est quoi? C'est un programme qui bénéficie du sceau royal. Le sceau royal, c'est quoi? C'est SC. C'est Taba al-Maleki. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a une portée avant tout sociale et une portée. C'est comme l'initiative du développement humain. Donc, on veut améliorer la qualité de vie des citoyens, on va améliorer aussi la qualité architecturale, combattre la laideur urbaine. Donc, un promoteur, comment est-ce qu'il peut se permettre de faire de l'innovation, produire un minimum de 50 mètres carrés à moins de 300 000 dirhams? Ça, on a du mal. Parce qu'à 50 mètres carrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va automatiquement tomber dans le cahier de charge d'ancien programme. Le cahier de charge d'ancien programme, il dit quoi? Il dit une cuisine, elle fait 1,80 m de largeur sur un minimum de 7 mètres. Les chambres, elles font combien? Elles font 2,60 par 2,60. 2,60 par 2,60, c'est à peine 7 mètres carrés, c'est même pas l'espace où disposer correctement un lit double. On a par exemple une place de stationnement par 5 logements. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture, donc on ne peut plus continuer à produire des logements avec l'ancien cahier de charge qui, on va dire, qui découpe sur un plan architectural, c'est-à-dire spatialement parlant, c'est 50 mètres carrés. C'est-à-dire, le plan adéquat, on ne peut pas. C'est-à-dire, c'est là où on va se retrouver face à un mur. Comment est-ce qu'on va pouvoir innover avec un aussi petit budget? Pour ma part, moi, ce que je dis, peut-être que le ministère y arrivera par la suite, au moment de l'évaluation, c'est ce seuil-là de l'augmenter. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une tranche de 0 à 300 000, d'abord faire une tranche de 0 à 400, 450 000, 500 000 et le reste de 500 000 à 700 000. C'était la question que j'avais posée, mais oui. Peut-être que à ce moment-là, on peut produire des logements sociaux, justement, des logements sociaux qui répondent à la demande, qui répondent à un minimum de dignité sociale. On ne va pas être dans la promiscuité non plus, être dans des espaces assez contigus et serrés, non. On va produire vraiment de la qualité architecturale. Et puis, il y a le côté qualité, mais aussi le côté rentabilité. Absolument. Un promoteur privé, sachant qu'ils sont à 90-95% à réaliser les projets, s'il ne gagne pas d'argent, il ne peut pas travailler. Voilà. Donc, je rappelle une chose, c'est que le programme de 250 000 dirhams, le jour où quand il a vu le jour, c'était 200 000 dirhams. Et ensuite, ça a été revu à la hausse à 250 000 dirhams. Donc, en fait, rien n'est figé. Ça, si vous voulez, nous sommes à la première année. On va évaluer les 2 premiers mois. Je pense qu'au bout d'une année, que ce soit le ministère ou les professionnels vont avoir une idée beaucoup plus précise sur ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Absolument. Et rien n'est figé. Comme on a vu les choses évoluer par le passé, elles peuvent évoluer également. Elles peuvent continuer à évoluer. Absolument. D'abord, ce programme ne pourra se lancer d'une façon, on va dire, fiable sur le marché quand n'ayant un cahier de charge, parce qu'il est assujetti à l'interprétation du promoteur. Chaque promoteur, comment est-ce qu'il va interpréter ce programme? Alors là, je vais redonner la parole à Madame Hamzaz, parce que cette question de cahier de charge, elle a été soulevée à maintes reprises. C'est vrai qu'elle est très importante. Elle permet de cadrer, si vous voulez, la production de logements en mettant des seuils, des minima. Bon, alors la réponse du ministère, c'est qu'à la qualité, c'est la recherche de la qualité et de la compétitivité qui va faire que le marché va être tiré par le haut. C'est-à-dire, si vous avez 2 promoteurs qui ont 2 produits similaires, celui qui va offrir les meilleures prestations au meilleur prix
c'est celui qui va vendre. Voilà, donc c'est bien ça. Exactement. Là, j'aimerais aussi revenir sur cette question de suppression de cahier de charge. Déjà, excusez-moi, déjà le cahier de charge, comme l'a bien expliqué Madame Soukaina, il définit les prescriptions minimales architecturales, urbanistiques et techniques. Aujourd'hui, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les dispositions du plan d'aménagement et les autres normes qui existent en vigueur et qui doivent être respectées, qui sont aussi garants de la qualité. Je vous donne un... déjà avant. Mais justement, il y avait cette question déjà de cahier de charge qui limitait certaines choses que le promoteur ne faisait pas, alors que s'il appliquait les dispositions du PA et de la réglementation, il sera amené à les faire, de un. De deux, il y a aussi cette question de foncier. Je veux revenir sur la question du foncier. Alors, on ne veut pas continuer de raisonner que métropole Casablanca. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une demande très importante aussi ailleurs. Mais pour revenir sur Casablanca, quand même, il y a une demande au niveau de la région. Il y a les dires et il y a aussi les chiffres. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, des 2 mois uniquement depuis le démarrage du programme, mais qui sont déjà parlants. La première région qui est classée, comme j'ai dit, on a 28% des demandes qu'on a reçues existent sur Casablanca, sur la région de Casablanca, bien sûr. Casa dilué dans la région, mais on a quand même, les gens ont pu quand même retrouver une offre. Il y a ça d'un côté. D'un autre côté, j'aimerais revenir sur la question de la VFA. Alors, pour la VFA, effectivement, c'est pas pris en considération, pour la simple raison qu'il fallait à un moment donné verrouiller. On ne pouvait pas programmer une aide et que ça soit ouvert à tout type de logement. Il fallait verrouiller. Et on a verrouillé avec le permis d'habiter, qui est à partir du 1er janvier 2023. On pouvait verrouiller avec le permis de construire à partir du 1er janvier 2023. Oui. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait pour la simple raison qu'on voulait, au moment du démarrage du programme en 2024, que les citoyens puissent retrouver une offre déjà existante sur le marché et aussi pour écouler le stock mis en place depuis 2020, c'est-à-dire depuis Covid. Donc ça aussi, c'est pour... Non, puisque le permis d'habiter, il faut qu'il soit de 2023. Le permis d'habiter, ça veut dire que c'est des chantiers qui ont démarré 2 ans, 3 ans avant. Donc c'est ça. Il faut avoir le permis d'habiter en 2023. C'est-à-dire celui qui a 1er janvier 2023. En 2022 ne peut pas. Non. Vous auriez pu être un peu plus large, c'est-à-dire aller à 2021. En fait, compte du COVID. Il faut aussi prendre en considération que les ressources de l'État sont limitées. Le budget de l'État, il est limité. Nous avons quand même quantifié 9,5 milliards de dirhams, qui est déjà un budget très important pour l'État, et qui sera amené il va être boosté de 10% annuellement. Peut-être, enfin, de toute manière, c'est l'évaluation du programme qui va nous permettre d'ajuster certains éléments, notamment en termes de budgétisation de ce projet. Mais voilà, de manière générale, c'est ça. J'ai une question pour vous deux, mais davantage pour Mme Soukaina Benjelloun. Cette idée selon laquelle la libre concurrence va permettre d'élever le rapport qualité-prix au profit des consommateurs, c'est joli, mais ça ne marche que quand il y a un relatif équilibre entre l'offre et la demande. Or, la crise du logement que l'on vit au Maroc, ce n'est rien d'autre sinon un déséquilibre, déjà, entre l'offre et la demande. C'est que la demande de logement est infiniment supérieure à l'offre. Et cette offre va devenir encore plus rare, puisque tous les avantages qui étaient donnés aux promoteurs ont été retirés. Ça ne veut pas dire pour autant que la demande va s'adapter. Et donc, aujourd'hui, ne serait-il pas plus intéressant pour vous en tant que promoteur, au lieu d'augmenter l'aide directe au logement en passant de 100 000 à plus, ou bien de repenser la tranche, de réintroduire certains avantages au profit des promoteurs afin d'augmenter l'offre, une offre digne qui respecte la qualité et qui puisse permettre aux citoyens de faire des arbitrages. Parce que quand on a très peu d'offres et beaucoup de demandes, il n'y a pas d'arbitrage. Les gens sont obligés d'acheter ce qu'ils trouvent. Si vous permettez, je vais répondre d'abord à cette question. Donc, effectivement, il y a eu ce déséquilibre entre l'offre et la demande
Et l'objectif et l'essence même du programme, c'est de rétablir un équilibre entre l'offre et la demande. Et l'engouement qu'a eu le programme depuis son démarrage, ne serait-ce que ces 2 mois, prouve qu'il y a une forte demande aujourd'hui. Et ces demandeurs de l'aide ont retrouvé une offre. Encore une fois, je reviens aux chiffres parce qu'ils sont très parlants. Il y a les dires, mais il y a aussi les chiffres qui attestent de ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà. Alors, justement, pour parler de la concurrence entre les promoteurs immobiliers, le maillon faible de la chaîne, c'est le consommateur final. C'est-à-dire que je vois du mal une concurrence sur un produit où il n'y a vraiment pas de marge, dans une grande ville comme Casablanca ou Rabat. Et donc, ça va se passer forcément au détriment de la qualité architecturale. Ou des superficies. Oui, des superficies. Pour moi, comme j'ai interprété le programme initial, ce n'est pas de produire des studios. Ça, c'est pas faisable. Si voilà. Effectivement on tombe dans ce travers-là, on sera passé à côté de l'objectif même du programme. De l'objectif. L'objectif, voilà, il sera détourné absolument. Et surtout que quand on parle de 2 pièces, ce n'est pas 2 chambres et un salon, c'est un salon plus une chambre. Absolument. Minimum. Oui, on va se retrouver, par exemple, comme par exemple en France, quand ils ont expérimenté les HLM, et les logements habitation à loyer modéré. Voilà. Et on a fini par produire un effet de ghettoisation. Donc, c'est pas ça, pour moi, je ne m'hasarderai pas dans des ghettos, à produire des studios où on va pousser des familles à vivre en toute promiscuité et dans des conditions, on va dire, insalubres, parce qu'ils vont se retrouver avec une seule place de stationnement, une toute petite salle de bain exiguë, des chambres à peine vivables. Donc, si on veut parler de façon réaliste et pratique, ces 2 produits-là, le produit entre 300 et 700 000, il a plus de chances de voir le jour à l'échelle nationale. Absolument. Parce qu'il y a un peu plus de marge. Voilà. Entre 300 et 700, il y a quand même, c'est un peu plus flexible. Le second, peut-être dans des villes où le foncier est encore pas trop cher, et encore, il faut voir parce que 300 000, ça laisse pas beaucoup de possibilités pour un promoteur, sachant qu'il faut qu'il paye tout, qu'il paye l'IS, etc. Il n'y a plus d'exonération. Donc, on va être très, très prudent sur le premier. Peut-être que pour le produit de 300 000, il faudra aller sur au moins les facilitations fiscales ou quelque chose du genre pour inciter les promoteurs à se lancer dans ce type de produit. Ou alors, comme ça a été, relevé peut-être de 50 000 dirhams, comme ça a été fait auparavant, pour le produit à 250 000, qui est passé de 200 à 250 000, parce que justement, c'était pas réalisable à ce prix-là. C'était pas réalisable, une augmentation. Sachant qu'aussi la TVA, c'est l'État qui l'a payé. Donc, le prix de revient, c'était 320 000. Et ça, c'était en 2020. Alors, aujourd'hui, à partir de Covid, il y a eu vraiment un recul des mises en chantier de presque 17%. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres du HCP. Et du coup, on n'a plus autant de chantiers pour ce type de produit. Donc, la concurrence, je la vois très mal. Alors, j'aimerais justement parler de ce point qui est la ghettoisation des quartiers que l'on peut produire. Avec ce nouveau programme, on n'aura pas ça. Pourquoi? Pour la simple raison que le cahier de charge a été supprimé. Parce qu'avant, on avait le cahier de charge et les dérogations par rapport aux dispositions du plan d'aménagement. Alors aujourd'hui, il faut respecter les dispositions du plan d'aménagement qui garantissent, qui déjà, lors de la planification, il y a un diagnostic des besoins en termes de logement, en termes d'infrastructure, en termes d'équipement. Donc déjà, on pense le logement dans son environnement immédiat, chose qui n'existait pas avant avec les dérogations. Et c'est ce qui créait peut-être des quartiers. Je ne veux pas les... Le mot est fort. Je suis exactement. Mais voilà, donc avec le nouveau programme, on va au moins garantir une meilleure intégration urbaine de ces programmes au niveau de leur quartier. Et aussi, on va permettre, comme j'ai dit, ces orientations de planification qui existent aujourd'hui au niveau du plan d'aménagement émanent d'un diagnostic. Et donc, on n'est pas dans, comment vous dire,
C'est en fait la dérogation, pour vous, l'idée générale, c'est que la dérogation, elle est très mauvaise pour nos villes aujourd'hui. Il faut vraiment l'écarter au maximum. Et c'est Parce qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus. Et c'est aussi une des raisons pourquoi ça a été supprimé au niveau de la production de logements aujourd'hui. Il y a autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à cette question de budgétisation ou de montage financier des projets qui ne peuvent pas peut-être se faire avec à 300 000 et moins, notamment au niveau des grandes métropoles. Il y a en fait les PRH, les plans régionaux de l'habitat, qui sont en train d'être déployés au niveau des régions. C'est des plans qui planifient, qui donnent en fait une vision sur 10 ans en matière de logement, une vision concertée avec l'ensemble des acteurs pour planifier et penser le logement tout en prenant en considération le foncier disponible et le foncier mobilisable. Donc, ça va être un document de référence pour tous les promoteurs, tous les investisseurs qui souhaitent chercher des opportunités foncières pour élaborer leurs projets. Alors là, ça c'est très important parce que le foncier, c'est le nerf de la guerre. Oui. Aujourd'hui, quand on constate que c'est pas réalisable, souvent la première raison, c'est parce que le foncier n'est pas disponible ou alors il est trop cher pour pouvoir réaliser un projet qu'on va vendre à 300 000 dirhams. Alors, excusez-moi, déjà pour lutter contre cette spéculation foncière qui existe aujourd'hui, il y a plusieurs mesures qui sont déjà déployées par l'État, à savoir la TNB, la taxe sur les terrains non bâtis, qui incite les investisseurs quand même ou les déteneurs de ces terrains à les construire. Nous avons aussi l'ouverture à l'urbanisation. Comme ça, on a une offre abondante en foncier. Et donc, si on a du foncier qui est spéculé dans une zone, automatiquement, on aura aussi une offre qui est un peu plus loin, peut-être dans la périphérie, mais qui va créer quand même de la concurrence. Et l'objectif de ces PRH, de ces plans régionaux d'habitat, c'est aussi de bien cibler l'emplacement de ce foncier. Donc ça, c'est quelque chose qui va être déjà on pourra déjà en bénéficier dès maintenant ou c'est quelque chose qui est projeté? En fait, c'est des études qui sont lancées et qui vont bientôt être. Parce que ça sera des documents de référence. Alors, il faut vraiment passer à l'action parce que dans le texte qui a lancé ce projet de programme, il y avait la création, et je pense que c'est toujours d'actualité, de 12 agences urbaines régionales. Oui. Alors, c'est très important. Ça veut dire que ces agences urbaines, justement, elles ont toute la latitude pour déterminer des zones, mettre du foncier disponible à des prix compétitifs pour pouvoir réaliser les projets. Et ça, c'est indispensable, on va pas se mentir. Le foncier, c'est le b.a.-ba. Sans foncier, on peut rien faire. Oui. Donc, c'est bien qu'il y ait ce plan que vous appelez le PRH, plan régional, mais il faut que vraiment, parce que vous savez, 50 000 demandes, ça va très vite. À la fin de l'année, peut-être vous serez à 300 000 demandes. C'est 300 000 promesses, c'est 300 000 vœux, 300 000 attentes. En face, il faut pas décevoir. Il faut que les gens puissent effectivement, au bout d'une année, 2 ans, voir que face à une demande, il y a une offre. Et ça, c'est important pour que pas un effet retour de ça fonctionne pas, ça marche pas, on est déçu. Parce que là, il y a un engouement, c'est clair. Au bout de 1 mois, même 1 mois et demi, on est à 50 000 demandes. Dans 12 mois, on sera en fait, cette création d'agences régionales, il ne s'agit pas de millefeuille administratif, mais c'est plutôt une fusion. C'est une fusion, en fait, entre trois entités, à savoir l'inspection régionale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, la direction régionale de l'habitat et l'agence urbaine. Donc, ce ne sont pas des agences qui vont être créées en plus de celles qui existent déjà actuellement. Et cette réforme, elle s'inscrit dans une réforme beaucoup plus globale et beaucoup plus générale sur laquelle le ministère aujourd'hui travaille, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue juridique et aussi d'un point de vue technique. Et pour revenir sur ces agences, elles vont être l'objectif de leur création, c'est qu'elles soient des agences 2.0 qui vont faciliter les procédures administratives, les simplifier,
On est vraiment, au niveau du ministère, on est à l'écoute des problématiques rencontrées aujourd'hui par les citoyens et aussi par les investisseurs. Et l'objectif, c'est essayer de satisfaire les besoins existants et aussi essayer de combler et de rattraper les problématiques qui existent. Et voilà, donc la question du foncier, c'est une question dont on est conscient et qui est urgente. Et les PRH vont vraiment un petit peu accompagner les investisseurs pour identifier leurs projets. Madame Jebloun voulait réagir, mais également pensez-vous que les 12 agences régionales pourraient contribuer activement et efficacement à régler le problème du foncier, en tout cas? Justement, alors je voudrais rebondir sur ce point, si je peux me permettre. Alors, d'un point de vue de gouvernance, elles sont justement attendues. Toute la responsabilité, elle leur incombe d'abord, parce qu'elles doivent jouer un rôle d'accompagnement, que ce soit pour tous les professionnels du secteur de l'immobilier, que ce soit les promoteurs immobiliers, les architectes, les bureaux d'études, tout le monde doit accompagner tous les acteurs de l'immobilier pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, dans le métier de l'immobilier, nous avons plusieurs entraves qui font que le promoteur immobilier, des fois, il ne rentre pas dans ses frais ou il ne rentre pas dans son programme, dans son timing du chantier, du démarrage jusqu'à la fin, à savoir, par exemple, au départ, au niveau des autorisations de construire, aujourd'hui, ils peuvent prendre jusqu'à une année de retard entre les agences urbaines et chez Elix. C'est de la perte pure et dure. Le temps, c'est de l'argent, et donc pour un promoteur immobilier, perdre autant de temps entre le va-et-vient entre l'agence urbaine, la commune et pour avoir son permis de construire, c'est vraiment énorme, et il prend des coups durs pour le projet, et il peut pas perdurer, il peut pas refaire d'autres projets par la suite. Donc déjà à ce niveau-là, on a ce genre d'entrave administrative, de la bureaucratie qui fait que ça ralentit la cadence des projets. On a également, par exemple, pour les délégataires d'eau et d'assainissement, aujourd'hui dans une ville comme Casablanca, nous déplorons le fait qu'il n'y ait pas de guichet unique pour les professionnels, pour les promoteurs immobiliers. Un promoteur immobilier est obligé de se déplacer lui-même pour avoir son cachet avec lui et sa signature, pour demander à ce qu'il branche son chantier au réseau électrique ou alors à l'eau, par exemple. Il y a un certain nombre de freins à l'investissement, justement, qui font que ça se répercute sur le prix final du mètre carré vendable au-delà du foncier. Tout à l'heure, on a fait une petite règle de 3, c'est-à-dire si on considère un minimum de 4500 dirhams constructibles par mètre carré, on y rajoute la répercussion du foncier. Alors, par exemple, aujourd'hui, un foncier à Casablanca, il coûte entre 6 000 à 8 000 dirhams dans des zones qui ne sont pas centrales. On ne va pas parler du centre-ville, mais un peu la périphérie de Casablanca. Donc, si on répercute ce prix du mètre carré du foncier sur le prix final, on va se retrouver dans une fourchette, bon, ça c'est mes propres calculs, mais on se retrouve en général sur une fourchette entre 3 000 à 4 000 dirhams qu'on additionne au prix de construction. Donc 3 000, 4 000 dirhams plus 5 000 dirhams de construction, on est déjà à 7 000, 8 000 dirhams le mètre carré. Donc, comment voulez-vous produire un 50 mètres carrés à moins de 300 000 dirhams s'il va nous coûter 7 000 dirhams par mètre carré? Déjà, si on fait 7 000 fois 50, on est 7 fois 5, on dépasse la fourchette de 300 000 dirhams. Donc, c'est ça, en fait. Alors, j'ai une question qui a un rapport avec le terrain, même s'il est trop tôt pour juger, mais la question du financement. Parce qu'on parle également de petits promoteurs qui font un immeuble, qui vendent après l'éclatement des titres. Est-ce que les banques pourraient partager le même scepticisme par rapport aux biens dont le prix est inférieur à 300 000 dirhams et être réticentes à financer des projets, vu le risque que cela implique? Absolument. Vu que la marge est faible. Vu que la marge est faible et vu que le risque est grand. Est-ce que le petit promoteur il va pouvoir présenter un cahier de charge fiable, présenter un CPS qu'on appelle un cahier de charge spécial, et il va s'en tenir, que ce soit en termes de timing ou en termes de budget. Donc c'est ça où la banque elle intervient pour évaluer. Et généralement, le promoteur il prend des retards monstres dans tout ce qui est phase étude. Avant de passer à la vente, avant de passer à la partie marketing et à la partie commercialisation.
On va donner la parole à Madame Hamzaz, mais je voudrais juste quand même dire une chose, c'est que cette plateforme d'Amsakan, elle a quand même le mérite d'exister de cette façon parce que on n'a jamais vu ça. C'est d'une transparence, c'est d'une limpidité. Les procédures sont claires. Vous faites votre demande, vous avez une réponse au bout d'une semaine. Vous savez, ce que vous avez réussi à faire, il faut le dupliquer pour le foncier. Il faudrait qu'il y ait de la transparence. Il faut créer des banques de fonciers qui sont consultables par tout le monde pour pouvoir vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a comme offre disponible et qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les agences ont mis sur le marché. Oui, alors avant de rebondir sur ce que vous venez de dire, j'aimerais revenir à cette question de banque. Alors déjà, durant ces dernières années, il y a eu une régression au niveau des encours de crédit. Donc les gens achètent moins, ils font moins appel aux banques. Et avec le nouveau programme, aujourd'hui les banques sont présentes avec nous. Et bien au contraire, ils ont affaire à des ménages solvables parce que quand même, pour un produit de 300 000, il y a le 1/3 qui est déjà existant. Donc c'est déjà c'est énorme. Après, il y a aussi la possibilité que le bénéficiaire ou le bénéficiaire de l'aide puisse aussi bénéficier de la garantie de l'État, Fogaring ou Fogaloge. Et donc, ça va permettre de sécuriser doublement ces appréhensions que peuvent avoir les banques. J'aimerais revenir à cette question côté promoteur, parce que là, côté acheteur, oui. Vous avez parfaitement raison. Mais côté promoteur qui veut prendre un crédit auprès de la banque. Je disais que là, vous venez de parler à juste titre côté acheteur. Mais maintenant, côté promoteur, petit promoteur, qui va financer son projet à crédit. Vu les contraintes ou les contraintes qu'on a évoquées, est-ce que les banques ne seraient pas moins voilà. Alors, je pense que c'est du cas par cas. D'accord. C'est pas possible de généraliser ou de. En fait, voilà. si le promoteur trouve un acquéreur en face, son produit va pouvoir rembourser ses crédits. Maintenant, la difficulté. On ne parle pas de BFA. Non. Il n'a pas encore d'acheteur, il va construire. Il va chercher. C'est ça. Il ne faut pas. Non, mais en général, les chiffres montrent que la demande est très forte. Donc, ceux qui vont réussir la prouesse de produire, ils vont trouver beaucoup de gens qui vont acheter. Mais la difficulté, c'est de produire sortir un produit à 300 000 dirhams, on l'a compris. Mais je vais vendre sur une année, 2 ans, ou je vais vendre. Si on se fie aux 80% de la demande qui est pour le 300 000 dirhams, je pense qu'il n'y aura pas de problème de commercialisation. Je pense qu'il y aura un problème au niveau de la production, de l'offre. Mais la commercialisation, celui qui aura ce type de logement, il va le vendre. Celui qui aura des logements entre 300 et 700 000, c'est là où toute la difficulté réside. C'est-à-dire qu'il ne trouvera pas un acquéreur aussi facilement que ça. Si jamais il tarde à écouler son stock, vous savez, c'est des mois et des mois de taux d'intérêt. Entre 300 et 700, vous êtes vraiment dans la tranche qui était la moins servie à ce jour dans le marché immobilier. Alors vraiment, je ne pense pas qu'il y aura de problème parce que tout le monde cherchait entre 300 et 700. Alors aujourd'hui, non seulement ça sera disponible, mais en plus, il y aura une aide de 70 000 dirhams. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais revenir, parce qu'on a bientôt, on va donner la parole à la salle. Je voudrais revenir sur cette. Je vais vous donner la parole. Je veux d'abord rebondir sur la question de la plateforme et de calquer un petit peu ce qui se fait au niveau de la plateforme sur le foncier, ou de calquer le foncier sur ce qui se fait au niveau de la plateforme. Alors déjà, les PRH, ils vont être géolocalisés sur SIG. Donc déjà, on n'est pas dans la production d'une base de données classique, mais plus une base de données géolocalisée avec un SIG, et on peut avoir justement des échanges entre les différents SIG qui existent, à savoir des SIG développés par exemple par le département de l'équipement, des SIG développés ou même les SIG aujourd'hui des documents d'urbanisme. Donc ça, d'un côté. Par rapport à la plateforme, je n'ai pas assez parlé de la plus-value qu'offre aujourd'hui cette plateforme. C'est, comme vous avez cité, c'est la garantie de la transparence. Parce que justement, la règle de base, c'est first in, first out.
Celui qui dépose en premier recevra son aide en premier s'il est éligible, bien évidemment. Il y a une histoire de délai qui est très importante et qui est assez stricte. Il faudrait peut-être la mentionner. Alors, les délais, c'est des délais réglementaires. On a, en fait, au niveau de la plateforme, il y a 4 grandes étapes. La première étape, elle concerne le bénéficiaire qui doit renseigner un petit formulaire avec ses données, avec sa CIN, et au bout de 7 jours, il reçoit son accord son accord préalable qu'il peut bénéficier de l'aide, mais... Les 7 jours sont respectés à ce jour? Oui, ils sont respectés. Pourquoi? Parce que, justement, il y a eu une innovation dans ce sens. La plateforme, elle est connectée avec d'autres plateformes appartenant à d'autres administrations pour vérifier s'il est marocain, s'il n'a jamais bénéficié d'un avantage accordé par l'État, s'il n'est pas propriétaire, des connexions avec la Direction générale des impôts, avec la conservation foncière, avec la TGR. Tout ça, c'est l'outil digital qui a permis. Exactement. C'est ce qui a permis justement de réduire les délais et d'octroyer cet accord préliminaire en 7 jours. Ensuite, intervient le notaire au niveau de la deuxième étape. Alors, le notaire est un élément pivot, central dans ce processus. C'est le notaire qui accompagne le bénéficiaire durant tout le process à partir du moment où le bénéficiaire obtient son accord préalable. Une fois il l'obtient, il dispose de 30 jours pour prendre contact avec un notaire et conclure le compromis de vente et le déposer au niveau de la plateforme accompagné du permis d'habiter à partir du 1er janvier 2023. 15 jours après, l'État débloque le montant de l'aide. Et ensuite, le notaire dispose de 30 et le bénéficiaire dispose de 30 jours supplémentaires pour conclure le contrat de vente définitif avec le... Ça, c'est le bénéficiaire. S'il ne respecte pas les 30 jours, qu'est-ce qui arrive? Alors, tout le process s'annule et il peut refaire la demande. Et l'aide qui a été octroyée? Alors, à ce moment, si la transaction n'est pas aboutie, le notaire est tenu de restituer le montant de l'aide à l'État et le bénéficiaire, il peut refaire l'autre demande. Il recommence à zéro? Oui. D'accord. Il y a cette flexibilité. Très bien. Donc, c'est un aller-retour entre exactement. Le notaire et l'administration. Le notaire, il est vraiment très important dans le process parce que c'est lui qui accompagne le garant de la bonne... au niveau de toutes les étapes, hormis la première étape, bien évidemment, où le bénéficiaire seul introduit ses données au niveau de la plateforme. On va prendre une dernière réponse et on va donner la parole à la salle. Un dernier rebondissement. Alors, pour ma part, je trouve que la clé de réussite de ce programme, c'est quoi? C'est d'abord que l'État mette à disposition des professionnels une banque de données relative au foncier. Alors, voir où est-ce que cette demande, c'est-à-dire on géocalise d'abord ces 50 000 demandes, on voit où est-ce qu'elle est située cette demande et on met à disposition des promoteurs le foncier pour qu'ils puissent rapidement démarrer les projets. Voilà. Tout à fait, on est d'accord qu'il faut, de la même façon que vous avez réussi à faire cette petite usine à gaz, là c'est très bien, il faut dupliquer ça pour le foncier. Parce que c'est assez glauque. Aujourd'hui, tout le monde, tous les intermédiaires, tous les professionnels disent qu'aujourd'hui le foncier, on ne sait pas ce qui se passe, c'est des gens qui tirent des ficelles, le foncier, on ne sait pas où il est, etc. Il y a d'autres qui en bénéficient et d'autres qui n'en bénéficient pas. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que ce soit transparent, fluide, que ce soit de véritables aides à la décision. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le foncier, c'est lui qui va déterminer tout. On ne va pas se mentir. C'est justement l'objectif des PRH. Très bien. Merci beaucoup.